Bonjour tout le monde! Il y a un an, je vous présentais une hypothèse étonnante mais probable sur le pourquoi de la disposition en bande des trois couleurs du drapeau français. Et cette fois-ci, toujours période révolutionnaire, toujours petite PLS en perspective, mais pas le même sujet. Le titre de la vidéo a l'air un peu provoque, mais oui, tout le monde se trompe sur le sens originel de l'association des trois couleurs, ce que j'avais teasé il y a un an. Jusqu'à présent, on s'est surtout demandé pourquoi associer le bleu, le blanc et le rouge. C'est parce que vous croyez, ce qui vous vient à l'esprit, c'est une grosse idée reçue. Et les commentaires que ce petit passage ont déclenché allaient quasi tous dans le même sens, on en lit un au hasard. Bleu et rouge pour Paris et blanc pour le roi. La plupart affirmaient même que le blanc étant au centre, l'ordre des couleurs signifiait Paris encadre, voire emprisonne la monarchie. Vous l'avez déjà compris, c'est un peu plus compliqué que ça, pour ne pas dire que c'est faux. Cela dit, comme beaucoup l'ont fait remarquer, avec parfois un chouille d'agressivité, c'est ce qui vous a été enseigné. Je l'ai moi-même longtemps raconté à mes élèves, et je l'ai appris sous cette forme, les Parisiens encadrent le roi, il y a 20 ans à l'université. Oui, il y a 20 ans. Soyez pas désagréables. En fait, cette explication, on l'entend partout. Le blanc symbolise la monarchie française, le bleu et le rouge sont les couleurs historiques de la ville de Paris. Le bleu et le rouge, couleur des révolutionnaires parisiens, entourent le blanc, la couleur du roi. Officiellement, c'est sous la Révolution française que le drapeau tricolore est né grâce à la réunion du blanc, la couleur du roi depuis le Moyen-Âge, et du bleu et du rouge, les couleurs de la ville de Paris. Du bleu, du blanc et du rouge, pour dire que Paris avait encerclé le roi. On la retrouve même sur Canopée, qui forme les enseignants, ou sur le site de l'Élysée, qui évoque quand même le flou historique qui entoure la naissance du tricolore. Ce dont je m'étais rendu compte il y a quelques années au détour d'interviews de l'historien Michel Pastoureau, spécialiste de la symbolique des couleurs, et qui proposait d'autres hypothèses, dont une que j'ai résumée il y a quelques années sur TikTok. En 1789, les révolutionnaires cherchent un symbole, et où est-ce qu'on va chercher les couleurs? Sur le drapeau de la jeune République américaine. Le truc qui fait mal, c'est que les trois couleurs américaines, elles sont inspirées du drapeau anglais. Oui, je vais faire de l'auto-debunk. Il y a un an et demi, j'ai eu l'idée d'un livre qui vient de sortir. Vous savez que j'ai un petit problème avec les discours pseudo-historiques, pas simplement parce qu'ils sont faux, mais parce que bien souvent, ils servent un agenda politique. Et si on les laisse nous submerger, c'est notre capacité à exercer notre citoyenneté de manière éclairée qui fout le camp. C'est pas un petit sujet. J'ai donc réfléchi à un outil pour aider à résister aux manipulations du passé d'où qu'elles viennent, en vous présentant 26 exemples de construction de mythes historiques tels que nos ancêtres les Gaulois, la collaboration n'était que l'affaire de l'extrême droite, Pétain a sauvé les Juifs français, Napoléon tyran sanguinaire, la colonisation a d'abord profité aux colonisés, etc. Et j'ai fait appel à 24 spécialistes dont François Stébaud, Bruno Dumézil, Laurent Joly, Marie-Hélène Bellac, Jérémy Foa, Charles-Éloi Vial, Annie Duprat, je peux pas tous les citer, mais ça a été une chance inouïe de les diriger et d'écrire à leur côté. Et dans chaque chapitre, il y a deux axes. D'abord, déconstruire l'idée reçue qui en cache souvent d'autres, avec bien sûr rigueur, source, nuance, parce que tous ces mythes s'appuient sur une part de réel, et surtout, expliquer d'où viennent ces discours, comment ils ont été construits, par qui, au service de quels intérêts, ce qui nous permet, à travers 26 cas concrets, de vous présenter les outils des faussaires du passé, d'hier et d'aujourd'hui, pour mieux leur résister. Ça s'appelle France Fiction, et je voulais qu'il soit abordé la question du tricolore. D'où la couverture. J'ai donc contacté Denise Turel, historienne qui a longtemps étudié l'usage des signes identitaires de la France moderne. Et je m'attendais à lire une synthèse des spéculations sur le bleu, blanc, rouge, mais son texte va beaucoup plus loin. On sait, voilà, on a les réponses, et ce qu'elle a trouvé va sûrement autant vous étonner que je l'ai été. Toutes les hypothèses dont on a parlé jusque-là se basent soit sur une tradition, soit sur des intuitions logiques, mais là, il n'est question que de sources d'époque. Autrement dit, on va faire de l'histoire. Pour commencer, on peut partir du récit de Lafayette tiré de ses mémoires posthumes publiées en 1837. Parce que dans ce texte, lui, qui fut nommé premier commandant de la garde nationale en 1789, se présente comme l'inventeur des trois couleurs, ou plus exactement de la cocarde tricolore qui a précédé le pavillon et le drapeau.
On est le 17 juillet 1789. C'est l'explosion révolutionnaire, et dans ses mémoires, Lafayette raconte comment le roi gagne Paris peu après la prise de la Bastille, et se voit remettre la cocarde de la Révolution qui n'avait encore que les deux couleurs de la ville, le bleu et le rouge. Et c'est là, nous dit Lafayette, qu'il propose d'y ajouter l'antique couleur blanche de la France. Pourquoi cette proposition? Pour l'éditeur des mémoires de Lafayette, qui raconte ça 40 ans après les faits, il fallait éviter que la cocarde révolutionnaire ne soit confondue avec les couleurs de la maison d'Orléans, maison cousine de celle du roi, rouge et bleu. En ajoutant le blanc, Lafayette aurait voulu empêcher une récupération orléaniste de la première cocarde et transformer un emblème purement parisien en signe d'unité nationale. D'après ce récit, très souvent repris et même reconstitué, c'est donc ce geste de Lafayette, accepté par le roi, qui aurait donné naissance à la cocarde tricolore. Et si vous avez bien fait attention, le blanc n'est pas présenté par Lafayette comme la couleur du roi. Il n'est pas non plus question d'un blanc encadré par le bleu et le rouge. Cette idée, on peut d'ailleurs déjà l'abandonner. Il suffit pour ça d'observer les cocardes des premières années de la Révolution. Le blanc est parfois entre le bleu et le rouge, et parfois non, ce qui cadre mal avec l'idée de Paris contrôle le roi. Cadre, encadré, c'était un jeu de mots. Il faut aussi abandonner l'idée que Lafayette dit vrai. Il n'est pas l'auteur de l'adjonction des trois couleurs. Comment on le sait? Déjà parce que aucun des ouvrages sur Lafayette datant de la Révolution ne lui donne de rôle dans la création de la cocarde tricolore. C'est déjà un bon indice, Quand une histoire pop longtemps après les faits, on se méfie. On lit même souvent le contraire. Dans l'ouvrage Révolution de Paris dédié à la Nation, qui est paru en octobre 1789, on trouve une allégorie de la cocarde, sous laquelle il est écrit « Cette cocarde a été accepté par monsieur le marquis de Lafayette le 17 juillet 1789. Pas inventé, pensé ou proposé, accepté. Il a voulu se donner le beau rôle et occuper la place d'un autre dans la mémoire collective. Parce qu'on sait, notamment par l'histoire de la Révolution de France écrit par l'avocat et homme de lettres Gala de Montjoie, publié en 1791 et cité par Denis Turel dans son chapitre, que c'est en réalité Bailly, premier maire de Paris, qui demanda au roi d'accepter le signe distinctif des Français, ce que Louis XVI aurait fait en portant à son chapeau une grosse touffe de ruban aux trois couleurs nouée en forme de cocarde. Et là, on a un nouvel élément. Lafayette n'est pas à l'origine de la cocarde, on le savait. Mais il semble maintenant que la cocarde tricolore existait déjà avant le 17 juillet 1789. Si on veut savoir ce que représentait l'association des trois couleurs au premier temps de la Révolution, il faut trouver des sources précoces et fiables. Et comme vous regardez une vidéo qui déconstruit un discours très ancré, vous vous dites peut-être que si de tels documents existaient, ça se saurait et qu'on raconterait plus n'importe quoi depuis longtemps. Non seulement de tels documents existent, mais ils sont facilement accessibles. En parcourant d'abord le procès-verbal des séances de l'Assemblée Générale des électeurs de Paris en date du 14 juillet 89, accessible en 2 clics sur Gallica, on retrouve la trace d'une cocarde bleue et rouge aux couleurs de la ville, c'est-à-dire de Paris. Et là aussi, on tord le cou à un discours de plus en plus audible, auquel j'ai moi-même adhéré, qui voudrait qu'en 1789, Paris ne soit plus associé qu'au rouge et au tanné, qui est un rouge-marron, et non au rouge et bleu. De ce point de vue-là, comme le confirment aussi des estampes de 89, pas de doute, le bleu et le rouge, c'est bien alors Paris. Et ce, depuis le XIVe siècle et une révolte de bourgeois parisiens portant des chaperons de ces deux couleurs. Oui, là c'est des casques. Les enlumineurs aussi ont des jours sans. En l'occurrence, cette première étape bicolore de la cocarde doit identifier la garde bourgeoise parisienne qui est rétablie le 13 juillet et qui sera bientôt renommée garde nationale. Elle est chargée alors de maintenir l'ordre de Paris dès les premiers troubles révolutionnaires. Vous l'avez compris, le problème dans l'idée reçue, c'est pas le bleu et le rouge, c'est le blanc. Et là aussi, il suffit de se pencher pour savoir ce qu'il signifiait dans l'esprit des inventeurs de la cocarde. Dans l'un des procès-verbaux qui organise en juillet 89 la garde nationale parisienne, on peut lire cette décision prise le 26 du mois après que le blanc ait été ajouté
au bleu et au rouge. Quant à la cocarde, la couleur blanche étant la couleur nationale, il est proposé de la faire de rubans larges blancs de basin, liserés bleu et rouge, pour indiquer les couleurs de la ville. Ce texte est un règlement officiel, c'est le premier sur la cocarde tricolore. Tous les documents de l'été et de l'automne 89 montrent donc que le bleu et le rouge sont bien les couleurs de Paris, qui ne doivent rien aux couleurs des jeunes États-Unis, et que le blanc du tricolore n'est jamais présenté comme le blanc du roi, mais qu'il est présenté comme la couleur de la nation. Est-ce que ça suffit? Non, l'historienne, l'historien doute toujours de tout. Peut-être que le blanc était tout de même la couleur du roi avant 1789. Si j'ai proposé l'idée de ce chapitre à Denise Turel, c'est parce que, entre autres spécialités, elle a consacré une large partie de son activité de chercheuse aux usages politiques du blanc à l'époque moderne. Et ce qu'elle montre, c'est que le blanc a parfois eu des usages conflictuels. Il est par exemple employé par les Huguenots, donc les protestants français, comme signe d'appartenance pendant les guerres de religion au XVIe siècle. Et parmi les chefs protestants, il y a un certain Henri de Navarre, qui devient roi de France en 1589 sous le nom d'Henri IV. Il est contesté, mène des guerres pour rétablir sa légitimité, et progressivement, le blanc qu'il arbore sous forme d'écharpe ou de panache devient la marque du roi, puis surtout, la marque de sa politique d'apaisement des tensions religieuses. Autrement dit, de sa volonté d'unir les Français autour de sa personne. Et c'est comme ça que dès le début du XVIIe siècle, le blanc est rattaché à travers la figure d'Henri IV à la nation France. Les historiographes des Bourbons qui doivent légitimer et ancrer cette toute nouvelle dynastie ont aussi joué leur rôle. Ils effacent le régime huguenote du blanc et ils en réinventent l'histoire pour en faire le signe de la monarchie française, au sens plein, c'est-à-dire de la France. Pas de la famille royale ou du roi seul. Et ce glissement, cette association progressive du blanc au royaume, y compris aux Français, est fixé au XVIIIe siècle. Le blanc, qui était réservé à la marine royale sous Louis XIV, est ainsi déployé dans la marine marchande, privée, qui est autorisée à déployer le pavillon blanc en 1765. Le blanc est aussi déployé dans l'armée de France, dont il est la couleur identitaire depuis la fin du Moyen-Âge. Après l'avoir porté sous forme de croix peinte sur leur tenue, les soldats français l'arborent désormais sous forme de cocarde, de basin blanc ou de houppe en laine blanche, comme le commandent plusieurs règlements militaires. À l'étranger, le blanc, c'est la France. Dans l'article Parade de l'Encyclopédie, écrit aussi en 1765, on raconte qu'à Londres, la foule traîne parfois une effigie grotesque affublée d'une cocarde blanche pour insulter la nation française. Et quand la Révolution débute, le blanc est considéré, selon Denise Turel, comme la marque immémoriale de la France. Et c'est ce dont témoignent les sources, comme cette précoce histoire de la Révolution qui affirme qu'avant 89, la nation française n'avait jamais eu d'autre couleur que la blanche. Et c'est ce dont on avait encore le souvenir au 19e siècle. Le Larousse, publié en 1866, à l'entrée blanc, rappelle que cette couleur fut, pendant des siècles, la couleur nationale de la France. Reste une question. Le roi avait-il une couleur qu'il identifiait individuellement avant 89? Oui, et c'était le bleu. Une foule de sources du XVIIIe siècle et d'avant font cette association, y compris bien sûr à la veille de la Révolution. Dans ce règlement de 1786 sur l'équipement des troupes, il est question de drap bleu de roi, de couleur bleu de roi. Idem dans les mémoires secrets de 1770 à 1830, une compilation de documents rassemblés par le royaliste Armand François d'Allenville, le bleu y est explicitement désigné comme la couleur du monarque. Voilà, vous savez, vous connaissez maintenant la symbolique originelle de l'association des trois couleurs. Pour résumer, on peut citer Denise Turel dans France Fiction. Le choix du tricolore symbolise l'union entre Paris et la France, et non entre le roi et sa capitale. Mais du coup, pourquoi on croit ça ? Comme vous l'avez déjà compris, et comme le confirment les archives parlementaires du 7 décembre 1789, la naissance du tricolore a été le fruit d'un élan spontané. On peut y lire « Ce signe, la cocarde, n'appartenait autrefois qu'aux seuls militaires. Un moment d'effervescence l'a fait adopter par tous les citoyens. Un moment d'effervescence. On pourrait donc peut-être dater le tricolore.
Si seulement on disposait de sources nous permettant de le faire. En décembre 90, Mirabeau, un des pères de la Révolution, présente à l'Assemblée constituante un projet de réorganisation monétaire. Il imagine faire du liard, espèce de valeur très faible et donc très abondante, que tout le monde aurait en main, une pièce commémorant l'instant ayant réuni les Français sous le ruban de 3 couleurs qui fait des soldats de tous les citoyens et des citoyens de tous les braves soldats. Instant qu'il date du 12 juillet 89. Ce jour-là, à Paris, des affrontements ont lieu. À midi, une foule de Parisiens manifeste aux Tuileries et se fait charger par le régiment de cavalerie du prince de Lambesc. Ils sont vengés le soir par des soldats, par un détachement des gardes françaises qui fait feu sur les cavaliers. Et c'est là que s'unissent les 3 couleurs. Dans la foulée, peut-être le 12, plus sûrement le 13 juillet, des miliciens de Paris et des militaires fraternisent et fusionnent leurs cocardes respectives pour former un nouvel emblème, qui sera ensuite celui, quelques jours plus tard, de la Garde nationale de Paris qui réunit justement ces Parisiens et ses soldats. En préparant cette vidéo, j'ai trouvé plusieurs gravures, estampes de 1789 qui renvoient à cette rencontre des hommes et de leurs symboles. Comme cet éventail colorisé, il faut le dire, sans souci de réalisme, qui montre l'alliance du bourgeois de Paris et du soldat de France, portant chacun sa cocarde avant qu'elle ne soit réunie en une seule, celle qu'on voit au centre. Denis Turel a donc raison de voir aussi dans le tricolore l'acte de naissance du citoyen soldat français. Cela dit, n'allez quand même pas croire que les 3 couleurs qui s'imposent rapidement comme l'emblème sacré de la Révolution, qui sont décrétées couleurs nationales en 1790, plaisent à tout le monde. Que nenni. Le 10 décembre 1789, à l'Assemblée, on raconte l'histoire d'un aristocrate arrêté chez un marchand de tabac pour avoir dit qu'il méprisait les couleurs nationales et qu'il s'entorcherait le derrière, ce qui ferait une cocarde marron, marron, marron. Cet épisode, un peu rigolo, montre qu'à l'automne 89, le tricolore est déjà contesté. Pas pour des raisons esthétiques, mais pour ce qu'elles incarnent. Ce même noble les accuse de propager la flamme de la Révolution. Et il n'est pas le seul. Pour de nombreux officiers, en 89, abandonner la cocarde traditionnelle militaire blanche pour la tricolore, c'était le signe de la désertion ou celui d'une insubordination proche. Et c'est un des éléments qui a déclenché la marche des Parisiennes et des gardes nationales de Paris sur Versailles le 5 octobre 1789. Une rumeur circule dans Paris. Quelques jours plus tôt, comme le rapportent plusieurs publications que j'ai dépouillées pour cette vidéo, comme la Gazette nationale ou les Révolutions de Paris, un banquet est organisé au château par les gardes du corps du roi qui n'ont toujours pas abandonné la cocarde blanche. Et la soirée aurait dégénéré. En présence du roi, on y aurait crié « à bas les cocardes de couleur » et on les aurait foulées aux pieds. Et puis des dames auraient offert aux invités des cocardes unies, certaines noires, d'autres blanches. 6 jours plus tard, le roi et sa famille sont ramenés de force à Paris, installés aux Tuileries, et des officiers des gardes du corps prennent le temps de se défendre. Nous fûmes accusés d'avoir porté des cocardes mystérieuses, je proteste. Nous les avions blanches. La cocarde blanche est de notre uniforme. Et pouvions-nous imaginer qu'il y eut une cocarde plus nationale? Qu'y croire? Difficile de trancher, mais il semble qu'à l'automne 89, le blanc soit porté par tel corps d'armée, par attachement à la tradition, plus que par dégoût de la Révolution. Mais, dans l'œil des révolutionnaires, le fait de porter une cocarde unie, par exemple, blanche, commence clairement à être considéré comme un acte de contre-révolution. Et c'est là, côté patriote, que le blanc commence à changer de sens. C'est ce qui fait dire à Mirabeau, le 21 octobre 1790, que la couleur blanche, c'est la couleur de la contre-révolution. Elle est pour lui une couleur suspecte et proscrite. Il y a quand même concurrence. Le 1er décembre 1789, des violences éclatent à Toulon après des semaines de tension. Et le point de départ de l'émeute témoigne d'un véritable culte des 3 couleurs qu'il semble désormais interdit de blasphémer. Un rapport rendu aux députés quelques jours plus tard raconte en effet qu'un officier a été insulté sous prétexte que la couleur blanche et rouge ne dominait pas dans sa cocarde. Autrement dit, qu'elle était trop bleue. Trop royal, ça disparaît pas. Il y a trop de couleurs. Noir, blanc, bleu, fin 89, on a beaucoup de candidates au titre de couleur royaliste, mais comme dirait l'autre, il ne peut en rester qu'un. Pas de suspense, on le sait, c'est le blanc qui s'est imposé comme le signe de ralliement contre-révolutionnaire. Pour quelle raison?
on a des bribes de réponses apportées par la documentation. Dans les débats qui agitent les députés à l'automne 1790, au moment de changer le pavillon blanc de la marine française par un pavillon tricolore, je vous renvoie pour ça à la vidéo de l'an dernier, on en vient à convoquer le blanc, et pas n'importe lequel, celui du panache blanc qu'Henri IV porta notamment à la bataille d'Ivry, et que les mémorialistes des XVIIe, XVIIIe siècles ont mythifié en inventant la célèbre formule « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Qu'on se comprenne bien, quand on parle du blanc à l'Assemblée en 90, 91, on ne parle jamais du blanc des trois couleurs, symbole de la nation. On parle d'un nouveau blanc dont on est en train d'inventer le sens. Le 21 octobre 1790, le député de la noblesse François-Henri de Virieu fait une proposition qui va mettre tout le monde d'accord. Il veut bien inscrire les couleurs de la liberté conquise, bleu, blanc, rouge, sur le nouveau pavillon de marine. Mais elles doivent occuper une toute petite place, dans un angle. On créera, dit-il, une bande aux couleurs nationales, donc tricolore, mais le fond du pavillon, lui, aura la couleur qui fut celle du panache d'Henri IV, c'est-à-dire pas le même blanc que celui du tricolore. Ce que vous voyez là, c'est ce qui se rapproche le plus de l'idée reçue. L'association des trois couleurs de la Révolution, donc blanc de la nation, bleu et rouge de Paris, avec derrière un blanc qui commence tout juste à devenir la couleur du parti royaliste. Autrement dit, ce pavillon de 1790, dans son entier, signifie bien l'union du peuple bleu, blanc, rouge et du roi, le fond blanc, sens qu'il perd en 1794 quand la Révolution décide de supprimer le fond blanc, décision qu'on comprend tout de suite un peu mieux. Et c'est ainsi que ce nouveau blanc s'impose finalement comme couleur de la contre-révolution et comme marque d'attachement au roi, qu'il s'agisse de Louis XVI, arrêté en 92, puis guillotiné en 93, ou de ses héritiers, le dauphin Louis, puis le futur Louis XVIII, les fonds des drapeaux de l'armée catholique et royale de Vendée, qui s'organisent dès 1793, sont blancs. Et pareil pour ceux des Chouans. Pour autant, on n'oublie pas que le blanc était, avant la Révolution, la couleur de la France et non celle du roi. Encore en 1815, au moment de la Restauration donc, triomphe du parti monarchiste, Louis XVIII est sur le trône. Une brochure qui oppose la cocarde blanche et la cocarde tricolore se souvient que le blanc était, d'Henri IV à la Révolution, la couleur de la France. Malgré tout, c'est bien le nouveau blanc royaliste qui s'impose. Les trois couleurs sont bannies et le blanc contre-révolutionnaire devient, pour la première fois, l'emblème du régime monarchique français. On n'en est pas encore à dire que le blanc du tricolore était celui du roi, mais on n'en est pas loin. Fin juillet 1830, Paris se soulève contre Charles X, dernier frère de Louis XVI. Et dès le second jour de l'insurrection, le tricolore est hissé sur l'hôtel de ville. 3 jours plus tard, au même endroit, le duc Louis-Philippe d'Orléans est nommé lieutenant général du royaume, puis présenté par Lafayette, toujours lui, à la foule, muni d'un immense drapeau bleu-blanc-rouge qui semble calmer l'hostilité initiale des Parisiens. Le tricolore rétabli par un roi. Ça étonne, En 1830, ça étonne, mais c'est devenu possible, notamment grâce aux efforts des intellectuels libéraux pour gommer le caractère historiquement insurrectionnel de l'association des trois couleurs. Dans les années 1820, l'un d'entre eux, Adolphe Thiers, publie une vaste histoire de la Révolution française, immense succès public, un gros best-seller, dans laquelle on peut lire pour la première fois qu'en 1789, la garde nationale ajouta aux 2 couleurs rouge et bleu de la cocarde parisienne, la couleur blanche qui était celle du roi. Et bien sûr, sous la monarchie de Juillet, d'autres historiens reprennent ce récit, comme Eugène Labaume, qui voit dans l'ajout du blanc aux couleurs de Paris le signe de l'alliance contractée entre le roi et les citoyens. C'est cette réécriture de l'histoire, censée concilier monarchie et idéaux de la Révolution pour mieux légitimer le règne de Louis-Philippe Ier, qui se veut être un roi libéral, en tous les cas le rendre possible, qui est à l'origine d'une idée reçue dont on a bien du mal à se débarrasser. Et j'avoue que j'arrive pas à m'empêcher d'imaginer que, pour Louis-Philippe Ier de la maison d'Orléans, ces 3 couleurs, hissées partout dans le pays, agitées à son passage, ça devait avoir un savoureux petit goût d'ironie. Parce que dans son esprit, pas interdit qu'elle lui faisait d'abord penser aux couleurs des livrées de ses domestiques, de celles de son fils ou de celles de son père, guillotiné en 1793, et qui étaient faites de draps bleus, draps rouges et galons d'argent, pas loin d'être blancs.
je pense qu'intérieurement, il devait kiffer l'idée. Voilà, vous savez maintenant ce que le bleu-blanc-rouge symbolisait à la Révolution, l'alliance de Paris et de la France. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie bien sûr à l'excellent chapitre de Denis Sturel qui a validé scientifiquement cette vidéo et que je remercie grandement. Son texte et ce que vous regardez se complètent. Elle a écrit plein de choses dont je vous ai pas parlé et j'ai inclus dans cette vidéo, par le biais de recherches complémentaires, plusieurs éléments et des angles supplémentaires. Merci aussi à Lisa qui m'a aidé à donner de la chair à mes idées, merci à Paulin au montage, merci aux éditions First et Perrin qui coproduisent cette vidéo et qui publient ce livre, disponible partout. La démarche que je vous ai montrée dans cette vidéo, vous la retrouverez dans les 25 autres chapitres de France Fiction qui bien sûr décortiquent, désossent autant de mythes, d'idées reçues, mais qui poursuivent aussi les mêmes buts. Vous sensibiliser aux motivations et aux outils des faussaires du passé, d'hier comme d'aujourd'hui, et vous exposer en regard les méthodes de l'histoire disciplinaire, tout ça pour mieux vous armer. Et malheureusement, je crois qu'on en a sacrément besoin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir, à la partager, à la commenter, à vous abonner, la petite cloche. Et on se retrouve l'an prochain pour, je l'espère, une série de nouvelles vidéos longues.